Vous allez écouter Casserole. Mais avant, j'aimerais vous parler de Vattenfall, notre sponsor. C'est le leader suédois de l'énergie, un fournisseur d'électricité responsable qui a pour objectif une vie sans carbone d'ici une génération. Grâce à eux, vous pouvez déjà cuire au four vos pommes de terre Hasselback, une très bonne recette suédoise, avec une énergie neutre en carbone. God appetit, c'est comme ça qu'on dit bon appétit en suédois, avec un accent français. Bienvenue dans ce 6e épisode de Casserole passe à table. Aujourd'hui, dans Casserole, nous allons nous demander ce que mangent nos enfants à la cantine. Enfin, pas les miens car j'en ai pas, mais tous les autres. Nous allons essayer de comprendre comment des grosses entreprises de restauration se sont emparées des cantines scolaires, mettant en avant des produits de l'agroalimentaire. Quels sont les enjeux financiers derrière tout ça ? Pourquoi la cantine, qui devait être le lieu le plus égalitaire pour le bien manger de tout le monde, n'est pas un lieu exemplaire ? Nous allons aussi essayer de donner des pistes sur comment s'organiser pour les parents et parler des alternatives heureuses, car heureusement, il en existe quelques-unes. Pour cela, nous sommes avec Sandra Franc-René, journaliste pour différentes publications comme Le Canard enchaîné ou Madame Figaro, et qui a récemment écrit le livre noir des cantines scolaires, paru aux éditions Le Duc. Bonjour Sandra. Bonjour, merci de m'inviter. Et avec notre chroniqueuse Gilles Cousin, qui va nous parler d'un aliment qu'on devrait mettre plus souvent au menu des cantines, car il est très riche en protéines. C'est quel aliment, Gilles ? Les haricots secs. Les haricots. Salut Gilles. Alors aujourd'hui, comme on est à la cantine, on n'a pas ramené de vin. Parce qu'on boit du vin souvent, Sandra, en début d'émission. Mais j'ai lu un papier récemment dans Munchies qui disait qu'on servait du vin aux enfants jusqu'en 1956. En tout cas, qu'ils pouvaient en ramener dans les cantines françaises. J'avais vu ça, c'est vrai que... Voilà. Cette époque c'est peut-être pas forcément un mal d'avoir arrêté. Ouais, cette époque est révolue. Du coup, je vous ai ramené des jus Yumi. Je sais pas si vous connaissez. Alors, c'est une société française. J'ai pas de part dedans, mais je trouve qu'ils sont très bons. C'est des jus pressés à froid, donc avec des légumes et des fruits bio. Et surtout, ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils essayent d'éliminer le plastique. Donc, ça ressemble à du plastique. Mais en fait, toi, Gilles, qui connais, c'est de la pulpe de canne à sucre. Ouais, c'est le résidu de canne à sucre. Une fois qu'on a extrait l'intérieur de la canne, il nous reste toute la petite enveloppe interne. Et on s'en sert du coup pour faire des bouteilles ou tout autre contenant qui remplace le plastique. Et a priori, c'est recyclable et ça se met dans le compost comme vous mettez vos épluchures, quoi. Oui, ça se dégrade comme on mettrait les épluchures de fruits et légumes ou les coquilles d'œufs, en retirant bien sûr le bouchon, sinon, voilà. Qui est encore en plastique, malheureusement. Ouais. Ils sont en train de travailler dessus, mais c'est déjà une initiative qui est bien. Et c'est un sujet dont on va parler parce que le plastique, il y en a beaucoup dans les cantines scolaires. Beaucoup trop. Et déjà, je voulais commencer en vous demandant à toutes les deux vos pires souvenirs de cantine quand vous étiez enfant. Sandra ? Alors moi, mes pires souvenirs, c'est drôle parce que c'est des choses que vraiment j'aime beaucoup aujourd'hui. C'est quand ils nous servaient des espèces d'œufs durs beaucoup trop cuits avec des épinards. Et il y avait une espèce de sauce un peu rosâtre dessus. Je me souviens, c'était un cauchemar. Alors que j'adore les œufs, j'adore les épinards. Mais je sais pas, ça c'est un truc, ça aurait pu me traumatiser, heureusement. Entre-temps, j'ai regoûté ailleurs... Et maintenant, j'adore ça, mais voilà, ça, c'est un souvenir assez prégnant. Et puis, si, les choux de Bruxelles. Alors ça, les choux de Bruxelles. Ça, c'est pas parti. Hein. ça revient souvent. Et toi, Gilles ? Je crois que déjà, rien que l'odeur à la cantine, il y a une odeur un peu particulière, très symptomatique des cantines qui me dégoûtait. Et sinon, les quenelles. Il y avait une sauce un petit peu orangée. Enfin, on avait du mal à identifier ce que c'était. Je crois que j'avais vraiment du mal. Et j'en ai jamais remangé depuis. Pour le coup. Ouais, jamais. Mais c'est drôle parce qu'en fait, quand on se lance sur le sujet cantine et qu'on interroge les gens là-dessus, mais c'est intarissable. En fait. Oui. Non, mais j'ai fait un petit sondage moi sur mon Instagram et autour de moi. Donc les épinards, ils arrivent en très bonne place. Les quenelles aussi. Ce qui m'a fait beaucoup rire, c'était le poisson sauf morve ou la soupe au lait et aussi du kangourou. Ah. Et ça, alors je pensais à une blague au début, mais il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'elles avaient mangé du kangourou à la cantine, dont Camille, qui est assistante de production chez Binge, et qui, elle, avait eu du kangourou pour Noël. Ah oui, donc c'est dur, ça. Voilà, ça on parlera aussi de comment sont sourcées les cantines scolaires. Et moi j'ai directement interviewé des enfants, donc je suis allée au plus proche. J'ai demandé à mes neveux qui sont à Toulouse et à Pessac ce qu'ils détestaient ou ce qu'ils préféraient le plus dans leur cantine. Qu'est-ce que tu préfères manger à la cantine, Arthur ? J'aime le plus c'est le parmentier. Et qu'est-ce que tu détestes le plus ? Je déteste les choux Bruxelles. Et sinon t'aimes bien globalement manger à la cantine ? Moyen. Alors Zoé, qu'est-ce que tu préfères manger à la cantine ? Des petits foies. Et qu'est-ce que tu détestes manger ? De la viande.
Pourquoi t'aimes pas la viande à la cantine? Parce qu'elle est dure. Qu'est-ce que tu préfères à la cantine? Je préfère à la cantine le yaourt avec des gâteaux. En plat, je préfère les épinards avec de l'omelette. Toi, tu manges bien à la cantine? Oui, très bien, je mange très très bien à la cantine. Ça, c'est Marcel, c'est un peu, Il a de la chance, c'est un peu Marcel. gamin qui aime les trucs les plus dégueulasses, apparemment. Mais avant de commencer par tout ce qui fonctionne mal à la cantine, on peut pas nier, et vous le dites, du coup, Sandra, dans le début de votre livre, que c'est quand même un lieu où, enfant, d'un côté, on aime bien y aller, quoi. C'est un lieu culturel où on se transmet un peu... Ah ouais, moi j'adorais, Voilà. j'adorais la cantine, non pas pour y déjeuner, mais parce que c'était vraiment un moment privilégié. On avait du temps, c'est la plus grosse récré. Et ouais, j'ai vraiment des souvenirs de tablés, de le jeu avec le verre du Rex. Enfin voilà, c'est ça qui me plaisait. Je pense que c'est un grand moment de socialisation, la cantine. Alors si le repas suivait, ce serait juste extraordinaire. Oui, c'est ça. Et en fait, il y a aussi quelque chose dans les plats qu'on se met à aimer à la cantine. J'en parlais aussi, pareil, avec Camille de Binge, qui me disait le truc à la cantine, c'est que même si c'est pas bon en soi, à force d'y manger tous les jours, tu te mets à aimer certains plats qui sont pas dingues, mais qui sont juste meilleurs que les autres. C'est un peu le moins dégueulasse sur l'échelle du dégueulasse. J'ai pas fait cette analyse, Le mais nivellement pourquoi par pas. le bas. Voilà. Après, c'est super dommage parce que la cantine, en soi, c'est un lieu d'éducation au goût qui est extraordinaire parce que c'est l'occasion, effectivement, de goûter des plats que nos parents ne faisaient pas. Et en soi, c'est super. Donc, c'est pour ça qu'il faudrait que la qualité suive parce que c'est un lieu d'éveil merveilleux. Oui, parce que quelque part, on a intériorisé que ça devait être pas bon. Et une chose qui est intéressante, pareil, que vous dites au début du livre, et je me suis rendu compte en interviewant les enfants de mes sœurs, qui sont par ailleurs des personnes qui adorent bien manger, faire bien à manger à leurs gosses, c'est qu'elles ne savent pas qui s'occupe des cantines de leurs enfants. Et en fait, elles ne savaient pas vraiment ce qu'ils mangeaient quand je leur ai posé la question. Et vous racontez que c'est un peu comme ça qu'est née cette enquête. C'est un peu le point de départ de votre livre. C'est quand vous vous êtes mis à vous renseigner effectivement sur ce que mangeait votre fille à la cantine. Oui, alors ça s'est fait vraiment, en 2 temps, parce qu'au début, elle me disait que c'était pas bon, mais pour moi, c'était normal, enfin, c'était tristement normal. Et puis, comme à ce moment-là, je préparais un papier sur la malbouffe, les dossiers du Canard enchaîné préparaient un dossier spécial sur la malbouffe, je me suis dit, tiens, allons voir dans les cantines, c'est l'occasion de savoir justement vraiment ce qui s'y passe. Et là, j'ai participé à une commission restauration, parce que visiblement, dans toutes les collectivités, il y a des commissions menu restauration, les parents peuvent assister. Et là, j'ai rencontré plein de parents qui étaient vraiment au vent debout. On était en plein renouvellement d'appel d'offres. Bon, je ne sais pas si ça, on en parlera. On va en parler. Et j'ai découvert là tout un univers. Mais c'est vrai qu'avant, je me contentais de regarder les menus le matin d'un œil un peu distrait. Et en fait, c'est là qu'on se rend compte qu'il faut aller beaucoup plus loin. Parce qu'en plus, les menus sont souvent très... c'est une manière de manipuler les parents. Ouais, ça, on va en parler aussi. Moi, je les ai un peu observés parce que vous êtes dans le 18e et du coup, il y a une association qui est assez puissante dans le 18e, ou en tout cas très impliquée, qui s'appelle les enfants du 18e mangent chat. Alors en fait, c'est un collectif qu'on a créé, en fait, justement, suite à cette commission restauration donc de décembre de 2017, quand on s'est retrouvés là pour la première fois. En fait, les parents avant râlaient de manière isolée et donc on n'avait pas de poids, on n'avait pas de force. À partir du moment où on a commencé à échanger nos mails, à discuter, là on s'est réunis, on s'est rassemblés, on a créé ce collectif, donc les enfants du 18 mangent chat, qui a une page Facebook, les enfants du 18 mangent chat, où toutes les photos des repas sont postées. Et en fait, voilà, il faut la force d'un collectif pour pouvoir faire changer les choses. Voilà. Et est-ce que du coup, donc on parlait des appels d'offres, etc. On va voir, c'est un système qui est assez compliqué. En plus, il est différent entre le primaire, le collège. C'est pas les mêmes collectivités qui s'en occupent. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer assez simplement, même si c'est pas simple, comment ça fonctionne et comment sont gérées et par qui les cantines scolaires? Ouais, en fait, de manière très schématique, donc les cantines. Alors, l'élémentaire, donc maternelle et primaire, ça dépend. Enfin, la primaire, donc maternelle, élémentaire, ça dépend de la mairie, de la commune. Le collège, ça dépend du département. Et le lycée, ça dépend de la région. Après, chacune de ces collectivités va choisir 2 modes opératoires. Soit elle va être en régie directe, c'est-à-dire que c'est elle qui va prendre en charge la cantine. Donc, elle va passer des commandes, faire ses repas, etc. Soit elle va décider de le déléguer à un prestataire privé. Donc, c'est ce qu'on appelle une délégation de service public. Et donc, là, c'est une société de restauration collective. Alors, ça peut être la Sodexo, la Sogérès, Elior ou des plus petites structures qui, donc, vont prendre en charge cette mission et vont s'occuper des repas, des livraisons si nécessaire, etc., etc. Donc là, dans ce cas-là, la collectivité ne s'occupe
Absolument pas de la cantine. Voilà, donc ça c'est délégué et ça on a commencé à déléguer comme ça de plus en plus à des DSP, on dit dans les années 80. Oui, fin des années 70, début des années 80, en fait à partir du moment où il y a les normes d'hygiène qui sont devenues de plus en plus draconiennes. Et il faut savoir qu'en primaire, la cantine n'est pas initialement un service public obligatoire. Si une mairie disait non, désolé, c'est pas obligatoire, je m'en occupe pas, elle pourrait. Dans les faits, c'est jamais le cas parce que c'est un service qui est trop énorme. Mais en tout cas, donc les mairies se sont dit attendez, c'est pas un service public obligatoire. En plus, il y a eu des normes de plus en plus compliquées d'hygiène qui se sont mises en place. Et donc, là, les sociétés de restauration collective y ont vu leur intérêt et elles se sont dit, écoutez, nous, on est là. Et puis aussi, il a fallu remettre à jour aussi toutes les cuisines des cantines, les moderniser, puisqu'il y a eu des changements. Avant, on pouvait opter pour ce qu'on appelait la liaison tiède. Après, ça a été interdit. Ça devait être soit chaud, soit froid. Donc, c'est vrai que c'est extrêmement compliqué. Et certaines collectivités se sont dit, on délègue à des gens qui savent faire. Voilà, donc c'est plus simple de déléguer, on n'a pas tous les problèmes sanitaires, Exactement. etc. Mais ceci dit, du coup, quand on délègue, ça veut dire qu'il y a un appel d'offres, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Donc, la collectivité doit choisir le meilleur modèle possible. Et ça, pareil, les appels d'offres, c'est parfois un peu obscur. Oui, alors c'est censé être très clair, un appel d'offres, sauf que nous, on s'est rendu compte que c'était assez compliqué. Et puis, en tant que parents, comme on est intervenu juste avant donc ce renouvellement, on a essayé de peser dans le cahier des charges. Ouais. Dans le 18e, oui. On a essayé de peser dans le cahier des charges, ce qui a été très compliqué parce que clairement, la mairie ne voulait pas trop de nous. Et donc, effectivement, après, c'est la collectivité qui décide d'élaborer un cahier des charges, qui dit ce qu'elle veut, qui décide aussi de l'argent qu'elle va mettre ou pas dedans. Et ensuite, à la société de restauration collective de dire, ok, moi, j'ai les capacités, j'ai tout ce qu'il faut et donc je vais répondre à cet appel d'offres et voilà comment je vais m'y prendre. D'accord. Bon, ça, on va voir un peu comment ça fonctionne. Est-ce qu'on peut parler aussi du coup de ces délégations des services publics qui souvent utilisent des cuisines centrales, ce qui est différent de la préparation sur place. Et le problème de ces cuisines centrales qui fournissent plusieurs établissements, c'est qu'en fait, c'est des machines énormes où on produit un peu à la chaîne. Moi, je voyais des images dans certains documentaires, on a l'impression d'être dans la Loula cuisse. Enfin, c'est assez flippant à voir. En fait, nous, quand on était petits, globalement, on avait tous la cuisine qui était collée à la cantine. Le réfectoire, il y avait le réfectoire et puis derrière, il y avait la cuisine. Et donc, les cantiniers préparaient... cantiniers, chefs, cuisiniers préparaient le repas. Et donc ça, suite donc à ces règles sanitaires, à tout un système un peu compliqué, on a décidé donc progressivement de fermer toutes les cuisines dans les cantines et d'ouvrir des cuisines centrales. Donc c'est vraiment un lieu de production et c'est à partir de là qu'ensuite on va livrer toutes les cantines de l'arrondissement, de la ville, que sais-je. Et donc, comme effectivement on concentre des enfants, il faut... En gros, à logique industrielle, système industriel, c'est-à-dire qu'il a fallu mettre en place des modes de production qui permettent donc de préparer, dans le 18e par exemple, ces 14 000 repas. Et quand on prépare 14 000 repas, c'est énorme. Donc on imagine bien que là, on ne va pas casser ses petits œufs à la main, qu'on ne va pas éplucher ses petits épinards. Donc là, on a mis en place, en fait, en gros, on a remplacé les trancheuses à jambon et on va dire tout le matériel de cuisine par en gros des ouvre-boîtes et des grosses machines qui font que les plats arrivent aujourd'hui, dans la plupart des cas, tout faits. Donc, ce sont des plats ultra transformés qu'on a juste à ouvrir et on va assembler. On va ouvrir la boîte de ratatouille, on va recevoir je sais pas quoi, le riz, et puis hop, on va assembler ça dans des barquettes et hop, on va les sceller et ensuite ça va être acheminé. Oui, et toutes ces sociétés, ces grosses sociétés, donc les DSP, DSP, c'est la délégation de services publics. D'accord, pardon. Donc, c'est les grosses SRC, sociétés. Société de restauration collective. D'accord, beaucoup de sigles. Oui, SRC. beaucoup de sigles. Elles font pas ça par bénévolat. Leur idée, c'est quand même de gagner de l'argent et, si possible, beaucoup d'argent. Oui, parce qu'en régie directe, donc c'est la collectivité directement qui s'occupe. Donc en gros, on est sur du service public. Donc là, voilà, chaque denier utilisé sert à être investi dans quelque chose. Quand on fait appel à une société de restauration collective, évidemment, elle derrière, l'idée c'est qu'il faut qu'elle fasse des marges pour pouvoir à la fois payer ses salariés, puis aussi rémunérer ses actionnaires. Donc forcément, sur tout l'argent qu'elle va ponctionner, il y en a une partie qui va être affectée à ça, et donc pas à la qualité et pas à l'achat de denrées de qualité. Voilà.
Voilà, parce qu'on fait aussi des économies sur les denrées et on voit du coup qu'il existe des centrales d'achat où on va choisir dans ces centrales, il va y avoir quelqu'un qui est chargé de la viande, quelqu'un des légumes et on va prendre les prix les plus bas, un peu comme les cours de la bourse et on se dit tiens, le kangourou est pas cher en Australie. C'est absolument ça. Voilà. Après, il ne faut pas se leurrer non plus. En régie directe, on peut aussi faire appel à des gros distributeurs et donc travailler avec des centrales d'achat. Donc, la régie directe n'est pas forcément la panacée. On peut aussi être en régie directe et très mal manger. Mais en tout cas, les deniers utilisés vont directement au produit. Il n'y a pas de marge. Donc voilà, ça, déjà, ça. on sait que on pourra potentiellement investir dans des produits de meilleure qualité. Je dis bien potentiellement. Oui, parce que là, on parle de marge. Alors là, c'est peut-être un petit peu technique, mais moi, c'est quelque chose qui m'a halluciné en lisant votre livre. Il s'agit des marges arrière. Donc, peut-être vous pouvez nous en parler. Voilà, on ne va pas faire un cours d'économie, mais... Ouais. En fait, les marges arrière, c'est ce qui se pratique aussi dans la grande distribution. C'est de dire à un producteur, écoutez, voilà, moi, je vais vous acheter, je dis n'importe quoi, 20 tonnes d'épinards, puisqu'on est sur la thématique. Mais comme voilà, moi, ce que je vous achète, c'est tellement énorme et sans moi, vous ne pourriez pas tout vendre. Et en échange, en fin d'année, vous allez me rétrocéder une partie de l'argent que je vous ai donné. C'est exactement ce qui se passe avec les gros distributeurs dans l'agroalimentaire. C'est une manière un peu d'étrangler ses prestataires, de dire, voilà, comme je vous achète beaucoup, en fait, et du coup, au lieu, par exemple, de payer 10 € la tonne, puisqu'à la fin, elle va rétrocéder une partie des revenus, ça va lui revenir à la société de restauration collective à 8 € la tonne. Mais par contre, la collectivité aura payé 10 € la tonne. C'est-à-dire que c'est ça qui est très malin, c'est que cette marge, c'est vraiment tout bénéf pour eux, parce qu'on imagine mal une société de restauration collective dire, écoutez, finalement, j'ai récupéré, je sais pas moi, l'équivalent donc de 2 € la tonne, donc vous inquiétez pas, ça c'est pour nous, la prochaine fois, on vous en fait cadeau. Non, évidemment, tout ça, c'est des systèmes, c'est des économies de bout de chandelle, on va chercher à gratter partout. Est-ce qu'on peut se dire quand même que ces cahiers des charges qui existent, c'est pas une garantie pour les collectivités? C'est-à-dire que si eux imposent des cahiers des charges très restrictifs aux grands groupes, ils peuvent quand même avoir certaines garanties. Alors sur le principe, vous avez raison. Plus un cahier des charges sera strict et plus normalement on est censé donc avoir quelque chose de qualité. Alors que ce soit dans l'achat des repas, mais aussi je sais pas dans la mise en place, dans tout ce qui sera indiqué. Sauf qu'après, si derrière on contrôle pas son prestataire, s'il n'y a pas quelqu'un qui va vérifier que le cahier des charges est respecté, en fait, finalement, le prestataire, il fait bien ce qu'il veut. Et on se rend compte que très souvent en DSP, puisque, en fait, il n'y a plus les compétences en interne, puisque justement, on dit, on n'a plus les compétences, on les a perdues, on délègue, il y a plus de personne qui est capable d'aller faire des contrôles, ou tout simplement, on fait confiance à son prestataire, et donc, comme ça, lui, il fait clairement ce qu'il veut. Donc, DSP... Pourquoi pas, si vraiment il n'y a pas le choix, même si effectivement, nous, c'est pas quelque chose je trouve pas le mot qu'on soutient, voilà. Mais en tout cas, le minimum dans ces cas-là, c'est qu'il y ait un contrôle très rigoureux qui soit fait pour s'assurer que le cahier des charges est bien respecté. Bien respecté, oui. Alors, on se demande du coup ce que mangent vraiment les enfants à la cantine. Moi, j'ai regardé ce qu'allait manger votre fille ce midi. Alors, on est dans le 18e. Donc, en entrée, il y a une salade coleslaw bio, donc carottes, choux blancs, oignons, mayonnaise. Ensuite, elle mangera des dés de colin sauce matelote. Voilà, champignons, échalotes, épinards branches à la crème avec du riz bio, yaourt nature brassé de la fromagerie Maurice avec du sucre roux. Et donc dans cette cantine, ils proposent aussi tous les midis une alternative végétarienne. Et donc là, le dé de colin sauce matelote est remplacé par de l'œuf. Alors quand on regarde le menu, quand on peut avoir accès à tous les menus sur le site, il est bardé de logos. Donc du logo bio, donc on a l'impression que tout est bio. Voilà, moi je parlais hier à une mère d'un enfant du 18e qui me disait c'est génial, mon enfant mange bio. Mais quand on commence à regarder un peu plus, en fait, on va voir comme dans ce menu, en fait, finalement, il y a que le riz qui est bio et la salade, mais le poisson ne l'est pas, les épinards ne sont pas, le yaourt ne l'est pas non plus. Et il y a aussi un autre logo qui a une petite toque de chef, et ça dit donc ça veut dire préparé par le chef, voilà. Et là dans la semaine, j'ai regardé pour les enfants du 18e, il y avait que la purée et la vinaigrette qui était préparée par le chef. Souvent, on en riait beaucoup parce que le seul élément fait maison, c'est la vinaigrette. On est ravis. Mais c'est déjà ça, vous me direz. Mais donc oui, en fait, comme notre combat dans le 18e, maintenant à quelques mois, depuis la rentrée de septembre,
ils ont bien compris qu'ils avaient des parents remontés devant eux, donc ils se sont dit, on va trouver la parade, on va leur mettre des logos bio partout. Effectivement, ça calme plein de parents. Alors, en soi, effectivement, on est pour le bio, sauf qu'on n'est pas pour n'importe quel bio, parce que, pour vous donner un exemple, il y a beaucoup, et ça c'est vrai dans l'offre végétarienne en particulier, beaucoup de produits bio ultra transformés. Et alors, en fait, bio, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les ingrédients sont à base de l'agriculture biologique. Et c'est vrai que le cahier des charges du bio est un petit peu plus strict. Donc, a priori, il y aura sans doute moins d'additifs et compagnie. A priori, c'est mieux. A priori, c'est mieux. Sauf que bio, ça ne veut pas dire que c'est équilibré, ça ne veut pas dire que c'est bon sur le plan nutritionnel. Nous, ce qui a mis le feu aux poudres l'année dernière, et dans le cadre du collectif qui a généré la pétition et tout un tas de choses, c'est un aliment bio. On a demandé la fiche technique, et ça, on incite vraiment tous les parents à demander les fiches techniques des aliments. On leur a dit, voilà, vous nous présentez un plat, de mémoire, c'était des allumettes végétales bio, donc c'était censé remplacer des lardons, c'était un truc qui n'a pas trop de forme. Et il nous a dit, ah mais c'est bio, ok, donnez-nous la fiche technique. Donc la fiche technique, c'est tout simplement les ingrédients mis bout à bout. Et en fait, dedans, on a vu que c'était quoi ? C'était en gros des farines, en fait, toutes sortes de sucres, de glucides. Il n'y avait pas de vitamines, il n'y avait pas d'antioxydants, il y avait rien des éléments dont les enfants ont besoin pour grandir. C'était un mélange en gros de sucre et donc aucun intérêt sur le plan nutritionnel. Et c'est ça que les parents doivent aller regarder. C'est pas juste le logo, parce que souvent les logos, ça nous empêche de réfléchir. On est content, on voit un logo, faut aller plus loin, faut regarder ce qu'il y a derrière ce logo. Oui, parce que moi j'ai vu des photos, effectivement, on aurait dit un peu de la pâté pour chat. C'est ça. Ça donnait pas très envie. À la limite, on se dit c'est aussi pire que des lardons industriels. Voilà, c'était pas mieux en tout cas, ouais. Et du coup, il y a quand même la nouvelle loi Egalim là, qui est passée, qui a été promulguée le 1er novembre. Dans cette loi, on parle, en 2022, il faudra qu'il y ait une part au moins égale en valeur à 20% de produits bio ou issus d'une ferme en conversion. Qu'est-ce qui est passé d'autre ? 50% de produits locaux ou sous signe d'origine et de qualité dans la restauration collective, intensification de la lutte contre le gaspillage alimentaire, réduire l'utilisation du plastique, interdiction des bouteilles d'eau en plastique dans la cantine en 2020. On se dit quand même, voilà, on attend encore 2 ans, alors que ça paraît déjà une aberration. Est-ce que quand même, malgré tout, cette loi, elle donne un peu d'espoir ? Disons qu'en soi, la loi donne de l'espoir. Après, il me semble qu'il faut qu'on attende quand même un décret qui viendrait préciser tout ça. Donc, c'est-à-dire que tant qu'il n'y aura pas le décret, la loi ne sera pas effective. On attend de savoir exactement ce que va dire le décret. Pour avoir un peu discuté avec plusieurs associations, elles sont un petit peu... Voilà, on est malgré tout encore un peu dans l'attente de ce qui va se passer. Alors oui, en soi, c'est un bon signal, mais attendons de voir concrètement ce dont il va s'agir, et surtout, encore une fois, avec les labels, parce que tous les labels ne se valent pas. C'est ça. C'est que même quand on a des produits labellisés, c'est pas forcément signe de qualité. Il y a en fait, à ce jour, un des cahiers des charges, on va dire les plus aboutis, ça reste quand même le bio, donc le label AB. Déméter, je crois que c'est même encore mieux. Enfin bon, voilà. Mais après, il y a tout un tas de labels qui ne sont pas, on va dire, qui existent, mais qui ne garantissent pas forcément une garantie, on va dire, enfin la garantie à laquelle on pourrait s'attendre. Et on voit aussi, on parlait du plastique tout à l'heure, il y a une autre association aussi montée par des parents d'élèves qui s'appelle Cantine sans plastique France. On a quelqu'un de chez nous qui en fait partie d'ailleurs. Voilà, en fait c'est souvent les parents d'élèves qui s'organisent et qui vient d'écrire un livre, de publier un livre qui s'appelle Pas de plastique dans nos assiettes. Et eux, ils racontent aussi comment donc ces grandes cuisines centrales font leurs aliments sous barquette, leurs plats sous barquette en plastique, qui sont du coup, ça c'est encore un peu technique, soit en liaison froide, soit en liaison chaude, mais quand elles sont en liaison froide, ça veut dire que les barquettes sont refroidies, elles sont directement envoyées comme ça aux écoles et elles sont réchauffées directement dans le plastique, parfois servies aussi directement dans les barquettes en plastique, c'est quand même pas très ragoûtant. Et ça, c'est aussi un vrai problème de santé publique. C'est un énorme problème de santé publique parce qu'on sait que le plastique, a fortiori quand il est réchauffé, en fait, relargue des produits chimiques, dont des perturbateurs endocriniens. Et donc, ça veut dire qu'en plus de manger, quand c'est pas bio, des pesticides et tout un tas de saloperies, les enfants, en plus, chaque jour, mangent tout un tas de perturbateurs endocriniens dont on sait aujourd'hui qui sont la cause de cancer, de dérèglements hormonaux, de tout un tas de choses. Et donc, on est vraiment face à un problème de santé publique majeur. Ah, et ça encore, on se demande comment ça a pu arriver. Voilà, d'avoir cette... En plus, maintenant, c'est devenu compliqué parce qu'il y a aussi les personnels des cantines qui
qui sont pas assez nombreux, pas assez formés, qui maintenant sont habitués à réchauffer le plastique comme ça, et du coup, pour qui c'est compliqué de changer de façon Après, de ça se procéder. travaille. À Strasbourg, ils l'ont fait. À Bordeaux, ils travaillent pour. Effectivement, après, ça se met en place, ça se réfléchit, il faut du dialogue. C'est sûr qu'on ne fait pas ça comme ça, mais je veux dire en 2 fois. Mais en tout cas, à Strasbourg, ça y est, ils sont repartis à l'inox. Ils ont fait un vrai travail d'accompagnement avec le personnel et ça va très bien se passer. Ouais. Alors, ils ont travaillé avec des ergonomes, notamment. Oui, et ils sont repassés à l'inox, effectivement. Et ils sont pourtant dans une grosse... ils ont Elior qui est la DSP. Oui, c'est l'équivalent de... Enfin, c'est une filiale d'Elior qui s'en occupe. Voilà. Oui, non, mais... Ils ont dû s'y plier parce que... C'est une question de volonté politique, après, encore une fois. Alors, une autre chose encore, après on parlera peut-être de choses un peu plus gaies, on va parler de la viande, c'est aussi un autre sujet. Dans le 18e, j'ai vu qu'il y avait un repas végétarien proposé par semaine et une alternative végétarienne tous les jours. Mais c'est aussi une des considérations des parents, c'est qu'on mange beaucoup trop de viande dans les écoles. Greenpeace écrivait un rapport à ce sujet qui dit que plus de 800 000 tonnes de produits carnés et plus de 120 000 tonnes de produits laitiers sont distribués chaque année pour un chiffre d'affaires de plus de 460 et 280 millions d'euros. Des chiffres qui semblent démesurés parce qu'on n'a pas forcément besoin de manger autant de viande dans les écoles. Pas autant et surtout beaucoup moins, en fait. C'est absolument démesuré. Donc c'est pour ça que les parents qui nous écoutent, vraiment, le soir, ne faites pas de protéines animales à vos enfants. Ils en mangent déjà largement assez. Entre ça et les produits laitiers, le soir, vraiment, ne refaites pas de la viande à vos enfants, ni du poisson. Et donc, du coup, c'est le sujet de ta chronique, Jill, aussi. Des omelettes. Mais des épinards, oui, des bons épinards. Voilà, des épinards, oui. Et toi, Jill, depuis plus d'1 an déjà, tu as changé ta manière de consommer de la viande. Qu'est-ce qui t'a poussé à en consommer moins ? Le jour où je me suis rendu compte qu'en fait, contrairement à nos grands-parents qui avaient connu la tue-cochon ou qui tuaient leurs poules, enfin pour ceux qui vivaient à la campagne, qu'on n'avait plus aucune notion, ou presque, de ce que voulait dire tuer un animal pour se nourrir. Et que je pense que si on avait déjà cette notion et qu'on prenait conscience de ce que c'est tuer un animal, je pense que déjà on en mangerait beaucoup moins. Et que voilà, s'il y avait déjà ce lien entre l'animal et l'homme, ça serait beaucoup plus... on mangerait en tout cas en conscience. Et après, à titre indicatif, consommer de la viande tous les jours ou même ne serait-ce que 3 fois par semaine, c'est juste une aberration écologique. Juste pour que vous ayez une idée, la production d'1 kilogramme de viande de bœuf, ça requiert environ 13 500 litres d'eau, quand la production d'1 kilo de maïs n'en demande que 700. Après, je milite pas pour le 100% végétarien, et je pense qu'il faut juste consommer de la viande plus intelligemment. Et moi, la première, il m'arrive de craquer et d'aller... manger un vilain méchant McChicken une fois par an au McDonald's, mais voilà. Et alors, à quoi les cantines scolaires doivent faire, comment elles peuvent faire plus attention lorsqu'elles achètent de la viande ? Déjà à la provenance, tu m'avais conseillé un documentaire justement sur les cantines, et lors d'un contrôle, on se rendait, le contrôleur regardait dans les congélateurs et voyait que l'agneau, au lieu de venir de France ou même d'Europe, venait de Nouvelle-Zélande pour une question de coût encore. Et voilà, donc alors qu'on a des agneaux en France et que là, il a traversé littéralement le globe pour venir dans les assiettes des enfants. Pareil avec les steaks qui viennent du Royaume-Uni. Enfin voilà, il y a plein de choses. Donc déjà, essayer de promouvoir le local. Et voilà, dans les cantines scolaires, on peut aussi privilégier les bêtes locales qui coûtent pas 3 fois plus cher, et surtout les acheter entières, sur pied. Et donc les valoriser du museau à la queue et donc pas en perdre. Donc ce qui permet de réaliser des économies, et puis du coup expliquer aux enfants en fait que dans un cochon il n'y a pas juste un filet mignon et des côtes, et que en fait il y a plein d'autres parties de l'animal qu'on mange et que tout est bon dans le cochon. Tous les enfants vont détester Jill, on va servir des oreilles de cochon à la cantine. Des gencives grillées. Oui, c'est ça. Butin noir pour tout le monde. Mais en tout cas, il y a une alternative facile à la consommation de viande, ça serait de manger plus de légumineuses et de céréales. Et c'est ce que vous essayez, vous, Jill, parce que je rappelle que tu vis dans une ferme en Normandie où vous êtes en permaculture. Vous essayez, vous, de travailler à la ferme ces céréales et ces légumineuses. Oui, depuis quelques années déjà, donc en plus de la production maraîchère, on a des parcelles qui sont dédiées à la culture de céréales et de légumineuses. Donc pour les céréales, on cultive notamment du blé, des maïs population, du sarrasin. Et après, pour les légumineuses, donc on a une
grosse collection de haricots secs de plein de couleurs. Et cette année, on avait une quinzaine de variétés, dont les haricots Black Turtle, qui sont des petits haricots noirs que personnellement j'utilise pour préparer des houmous pour remplacer les pois chiches. Et après, plus connu, il y a le coco de Belle-Île, qui est un petit haricot blanc tacheté de rouge qu'on utilise dans les ragoûts, qui tient très très bien à la cuisson. Et bon, cette année, on les a semés un petit peu tardivement, parce que comme sur les tomates, on était encore une fois de plus à la bourre. Mais on est en train de mettre en place ce qu'on appelle la Milpa, qui est aussi connue sous le nom des Trois Sœurs. Donc en fait, c'est une association de culture qui est très connue. Donc sur une même parcelle, vous allez cultiver à la fois des courges, du maïs et des haricots grimpants, donc qui ne sont pas les variétés que j'ai citées, mais qui seront plutôt des variétés comme le haricot tarbé. Et donc vous allez avoir, en fait, chacune de ces espèces va apporter des bénéfices à l'autre, ce qui permet de mettre en place déjà un système qui est très très productif. Donc sur une petite zone, vous allez réussir à avoir énormément de courges, énormément de maïs, énormément de haricots. Donc la courge, parce qu'elle est rampante, elle va apporter de l'ombre et de la fraîcheur au sol. Après, le maïs, quant à lui, il permet d'occuper donc tout l'espace aérien, parce que donc c'est une culture en hauteur. Il vient pomper la fraîcheur qui est apportée par la courge. Et lui, le maïs sert de tuteur aux haricots, qui donc ont besoin de grimper. Et enfin, les haricots fournissent l'azote au maïs et à la courge. Donc ça, c'est un modèle d'association qui est très... Enfin, que de toute façon, la culture en association, c'est un des piliers de la permaculture. Et là, la milpa, c'était déjà utilisé par la civilisation maya. Donc on n'a absolument rien inventé. Ouais, moi, j'en ai entendu parler quand j'ai été au Mexique l'année dernière. Et du coup, outre cet intérêt productif, ça a aussi un intérêt nutritionnel de manger ces haricots. Ouais, quand on est végétarien ou même quand on essaie de diminuer sa consommation de produits carnés, l'association céréales et légumineuses permet de bénéficier de tous les acides aminés en un seul repas. Et nos besoins en protéines sont normalement satisfaits. Et je pense que c'est ce qu'il faudrait essayer de mettre en place dans la restauration collective, à condition bien sûr que ce ne soit pas des produits transformés. Et puis surtout, normalement, 1 kilo de haricots rouges issus de l'agriculture biologique devrait coûter quand même nettement moins cher qu'un morceau de viande. Et voilà, il y a plein de recettes très très simples à mettre en place, à condition bien sûr de vouloir cuisiner et pas de servir d'adjuvant ou de n'importe quoi. Mais par exemple, à la ferme, tout simplement, on fait un chili qu'on appelle un chili sin carne. Et après avoir fait tremper les haricots toute la nuit, on les fait cuire et très très lentement avec des oignons, une tonne d'épices, un coulis de tomates maison. Et puis voilà, ça mijote. Et puis après, on ajoute un petit peu de feta, de la coriandre et... Bon appétit. Et oui, parce que là, du coup, tu parlais du prix aussi. Et ça, c'est aussi un peu le nerf de la guerre dans les cantines scolaires. Et on a souvent l'impression qu'en travaillant avec des gros groupes et des industriels qui baissent les coûts, ça va être aussi moins cher. Ça va être moins cher que de travailler en bio ou en local. C'est souvent les deux freins dont parle l'association 1+Bio, par exemple, qui travaille pas mal dans les cantines scolaires. Qui empêchent les collectivités de s'y mettre, c'est le local et le bio. Pour eux, c'est ce qui leur semble oui, sauf qu'un plus cher. Justement, a démontré que c'était pas le cas, qu'en fait, c'était pas plus cher de passer au bio et au local, parce que le souci, c'est que quand on a affaire à ces grands groupes ou même à ces produits industriels, comme c'est pas bon, c'est gâché. En fait, alors je suis désolée, les chiffres, c'est vraiment un truc que je retiens jamais, mais le gaspillage est phénoménal. Et donc, quand on commence à travailler sur le gaspillage, on génère des économies que là, on peut réinjecter dans des produits de qualité. Et les produits de qualité sont meilleurs et donc sont moins gâchés. Donc, à Avignon, par exemple, depuis qu'ils sont repassés en régie directe, ils étaient en délégation de service public, ils ont fait des économies. Le chef m'avait dit c'était de l'ordre du demi-million par an, les économies. C'est énorme. Et c'est énorme. Et donc, ils ont augmenté, eux, en plus, la part de bio. En fait, il faut vraiment avoir cette réflexion sur le gaspillage qui ensuite permet d'avoir vraiment une réflexion. Et un exemple tout bête, dans une petite commune à Montsartou, ils se sont dit, plutôt que d'acheter une pomme, alors en plus les pommes, c'est ce qui demande le plus de produits chimiques, alors quand c'est pas bio, c'est vraiment une aberration, la pomme. Ils se sont dit, au lieu d'acheter donc des pommes qui en plus souvent sont pas mangées en entier, donc admettons qu'il y ait sur 100 enfants, au lieu d'acheter 100 pommes, on va en acheter peut-être que 70 parce que tous les enfants ne mangent pas une pomme en entier. Ces 70 pommes, ils les coupent en quartiers. Comme ça, ceux qui ont faim vont manger l'équivalent de, à 4-5 quartiers, l'équivalent d'une pomme entière. Les autres vont en grappiller juste 3-4. Et avec donc ces 70, au lieu d'en acheter 100, ils en achètent 70. Et donc, l'équivalent des 30 pommes restantes,
ça leur permet donc d'acheter des produits bio puisque les pommes sont plus chères. Je ne sais pas si c'est très clair ce que j'ai dit. Si, mais moi, Sartreux dont vous parlez, c'est un peu la ville exemplaire. Alors c'est plutôt un petit village d'ailleurs. C'est tout petit. Donc c'est vrai que pour eux, c'est entre guillemets plus facile parce qu'on nourrit pas pareil, je sais pas moi, 500 enfants que 14 000. Donc c'est sûr. Mais en tout cas, la réflexion, elle est juste et elle est duplicable. Et eux, ils sont passés en 4 ans de 20% à 100% de bio. Et comme ils n'avaient pas, parce qu'il y a aussi ce problème de pouvoir se fournir en bio localement. Ça, c'est un vrai problème. Ils ont embauché un agriculteur municipal, je crois qu'ils sont même 2 maintenant, donc qui travaillent vraiment pour les cantines de la ville. Ils ont leur production pour la cantine, exactement. Mais c'est sûr que le modèle est extraordinaire. Alors après, c'est plus facile en milieu rural qu'en milieu urbain, c'est sûr. Mais en fait, si les collectivités impulsent ça, ça va aussi inciter des agriculteurs à se convertir. Oui. Donc c'est toute une logique, tout un système qui est à revoir. Oui, c'est ça. Et en plus, eux, dans cette cantine, ils ont aussi pesé donc, leurs déchets tous les jours, ce qui leur a permis de diminuer parce qu'ils se rendaient compte que les enfants ne mangeaient pas forcément toutes les assiettes, etc. Et ils ont économisé, je crois, 30 centimes sur chaque assiette par enfant, mais ce qui est énorme au final à la fin de l'année. C'est énorme, 30 centimes, exactement. Et puis, mais bon, après, là, on parle beaucoup de Montsartou, mais il y a plein. Alors c'est vrai que le livre, malheureusement, c'est le livre noir et on pointe du doigt ce qui ne va pas, mais il y a quand même plein de collectivités avec des gens impliqués qui réfléchissent. Il y a aussi des élus super impliqués. Et puis il y a des chefs aussi, parce que c'est vrai que chef en cantine scolaire, c'est un métier qui n'est pas très valorisé, mais je pense notamment à Christophe Demangel, qui lui, ou Marcel Hauteville, ou enfin toutes ces personnes qui sont des amoureux de leur métier et qui vraiment cuisinent avec amour pour les enfants. Il y en a, heureusement. Et pour revenir au prix, pour comprendre un peu comment ça fonctionne, à Paris, par exemple, on paye en fonction de son quotient familial. C'est-à-dire qu'il y a 10 tranches de prix. J'ai été voir sur le site de la mairie de Paris. Donc, on paye entre 0,13 € le repas et 7 € pour les quotients familiaux les plus élevés. Et il y a un commentaire que je vois souvent, qui revient souvent, c'est comment vous voulez qu'un repas à 20 centimes soit bon. C'est déjà bien d'avoir un repas entier à 20 centimes. Et c'est aussi une réflexion que je trouve un peu peut-être fallacieuse ou dangereuse de la part des dirigeants des mairies qui disent en fait les gens qui se plaignent sont ceux qui payent les repas les plus chers. C'est pas les parents des enfants des classes les plus populaires qui vont aller se plaindre du repas à la cantine. Et ça, c'est quelque chose que je trouve un peu dangereux comme discours. Que les enfants des classes populaires, justement, sont pas forcément ceux qui ont la chance de toujours pouvoir bien manger à la maison. Je veux dire, des fois, c'est le seul repas ou le repas le plus important qu'ils ont, c'est celui de la cantine, celui du midi. Donc, si celui-là n'est même pas bon, pas nourrissant, pas exemplaire, justement, parce que, justement, les enfants de classe populaire, certains, en tout cas, ne mangent peut-être pas à leur faim ou pas comme il faudrait, justement, mettons tout en œuvre pour qu'au moins celui du midi soit bon, soit nourrissant et apporte tout ce qu'il faut sur le plan nutritionnel. C'est ça, c'est que c'est le lieu par excellence où on peut être en tout cas égal face à ce qu'on mange. Exactement, c'est absolument ça. Et du coup, vous direz que la cantine scolaire, c'est aussi un espace politique, donc un espace de lutte politique. J'ai jamais fait autant de politique que depuis que je suis dans ce collectif. Mais pour moi, c'est de la politique noble, c'est-à-dire que c'est pas de la politique politicienne, on est sur un combat politique, sur un combat citoyen, en fait. Et moi, en préparant cette émission, ce qui m'a interpellée, c'est que c'est un peu le miroir de comment on mange, on se nourrit en France, et de tout ce qui va mal aussi, de la surconsommation de viande, des produits transformés, du règne de l'argent, de l'industrie agroalimentaire, de la puissance des lobbies. Et ce qui est fascinant, c'est que ça pourrait être aussi un laboratoire du bien manger, parce que justement, c'est un lieu qui devrait accueillir tout le monde. Et il y a un livre que j'aime beaucoup, peut-être que vous l'avez vu, c'est Benjamin Rondeau, qui est professeur dans un collège du Blanc-Ménil, qui a photographié tous les jours son plateau de cantine. Et dans une interview pour Munchies, lui, ce qu'il dit, c'est au-delà du fait que tout le monde mange la même chose dans un même lieu, le réfectoire, même s'il y a effectivement des différences entre les réfectoires en France, il y a un truc très marxiste dans la modification de la quantité en qualité. Quand il y en a beaucoup et que c'est bon, tout le monde est ravi. Quand il y en a beaucoup et que c'est vraiment immonde, c'est une merde collective, une catastrophe sans discrimination. Et il conclut en disant que ce qui est meilleur à la cantine du Blanc-Ménil, c'est la soupe faite maison le matin même dans des gamelles énormes par William et Kamel. Ça, c'est le chemin à suivre, c'est vraiment à la portée de tout le monde, parce
parce que c'est la cantine, c'est un truc pour tout le monde et il n'y a pas de chacun son goût qui tienne. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y en aura pour tout le monde. Voilà. Je trouve que c'est assez bien. C'est une jolie remarque. C'est assez bien résumé. Et pour finir, vous, Sandra, vous l'expliquez un peu à la fin de votre livre, vous donnez des pistes, des conseils aux parents qui veulent s'investir. Alors, qu'est-ce que vous leur conseillez pour faire changer les choses à leur échelle Déjà, d'essayer de comprendre le système. Le comprendre, c'est pas juste regarder les menus, c'est demander à aller déjeuner à la cantine pour vraiment se rendre compte. Comprendre si on est en cuisine centrale, pas en cuisine centrale. Donc vraiment essayer d'aller voir les coulisses, voir si dans la cantine de son enfant, il y a des ustensiles pour cuisiner ou est-ce qu'il y a juste des ouvre-boîtes pour un peu justement se rendre compte de ce qu'ils vont pouvoir avoir dans l'assiette. Et après, clairement, c'est se réunir tout seul. Le combat, il est trop compliqué. Il faut se réunir en collectif, entre parents. Et vraiment, je rappelle que les municipales, puisque là, c'est vrai qu'on parle beaucoup de la maternelle et surtout de la primaire, c'est en 2020, on a une énorme carte à jouer. Là, les maires l'ont tous compris. Là, la cantine, ça devient un gros argument. Donc, vraiment, profitez de ce moment pour faire imposer... pour faire entendre votre voix, surtout, et tenter de faire changer les choses. C'est vraiment le moment de le faire. Merci. Il y a beaucoup de... Donc, on le disait, il y a votre association, votre collectif, les enfants du 18e Manche-Chat. Il y a le collectif des Lilas, pas d'usine, on cuisine. Il y a Ma Santé, Mon Assiette, Mon Assiette, Ma Santé à Aubervilliers. Il y en a partout, en fait. Ils se montent des collectifs de parents, peut-être pas chaque jour, mais presque. Et il y a l'association 1+ Bio aussi, qui est assez connue et qui œuvre pour mettre plus de bio dans les cantines et qui fait des choses Puis Cantine sans plastique aussi, qui est hyper importante, parce que vraiment, c'est ce qu'on disait, mettre des produits bio dans des barquettes en plastique, il n'y a vraiment aucun intérêt. Merci beaucoup. On arrive à la fin de l'émission. Il y aura encore beaucoup à dire. Et je demande à chaque fin d'émission un petit conseil. Alors peut-être un endroit où manger ou des livres à bouquiner. Jill, est-ce que tu as un conseil ? Oui, une petite cantine bio que j'adore dans le 2e arrondissement de Paris. Donc c'est 6 rue Saint-Marc. Ça s'appelle Mur. On peut y déjeuner pour moins de 10 €, un repas complet, équilibré, avec des vraies alternatives végétariennes. Et depuis quelques mois, ils ont monté une ferme en permaculture à une centaine de kilomètres de Paris et ils sont presque autosuffisants en fruits et légumes. Voilà. Très bien. Et vous, Sandra ? Alors moi, pour rebondir, il y a la cantine Mira à côté de chez moi, pareil, qui est une cantine qui est bio, qui est super et qui est pas très chère. Mais sinon, c'est vrai que des fois, on cherche des restos à Paris sympas et pas trop chers. Et il y a pas longtemps, je suis allée au Bon Cru, c'est à Métro Voltaire, 54 rue Godefroy, Cavignac. Et ils sont très sympas, ils ont une belle carte des vins et franchement, le rapport qualité-prix est très bien. Merci beaucoup. Moi, je vous recommande évidemment le livre noir des cantines scolaires de Sandra Franc-René aux éditions Le Duc. Également le livre Pas de plastique dans nos assiettes aux éditions du Détour. Il y a aussi un petit documentaire dont on parlait qui s'appelle Les casseroles de la restauration collective, qui est super bien fait. Je vous mettrai le lien sur YouTube. Et enfin, pour finir sur une petite touche gaie, je vous propose le film Nos jours heureux. Alors, on parlait avec Quentin qui réalise habituellement l'émission de film où on parle de cantine et celui-là, le chef de la cantine est assez génial, il s'appelle Mimoun et il adore faire manger des spécialités orientales aux gamins. Voilà, c'est une bonne comédie. Je vous remets toutes les références sur le site Binge Audio et sur la page Facebook de l'émission Casserole. J'espère qu'on ne vous a pas trop dégoûté de la cantine. Si vous devez aller y déjeuner ce midi, par exemple, vous pouvez vous venger en m'envoyant vos pires photos de plateau repas. Ça me fait toujours très plaisir de recevoir des messages, donc à zazie@binge.audio ou sur mon Instagram zazimiamiam. N'hésitez pas non plus à mettre des étoiles ou des commentaires sur iTunes, ça permet à Casserole de se faire connaître. Merci à Jules qui a réalisé l'émission aujourd'hui et qui détestait manger à la cantine enfant les choux de Bruxelles, la langue et la spécialité du chef quand il était au collège, c'est les poils de torse qui tombaient dans les plats. C'est un peu plus particulier. Je vous dis à dans 15 jours et en attendant, n'oubliez pas de bien manger. C'est important. Binge.